qu'a dit tout à l'heure Edgar sur la Confédération des bonnes volontés et tout ça, je crois qu'on est globalement tous d'accord. Moi, je m'en méfie comme c'est pas permis. Je pense qu'il faut plutôt aller vers un autre acte. Ça me fait penser la Confédération des bonnes volontés, vous savez, à l'international des bons sentiments d'Althusser. Bon, quand on pense comment il a achevé sa femme, entre guillemets, je me dis que je vais laisser tomber la Confédération des bonnes volontés. Bon, tranquille, on fera pas ça. J'étais volontairement pour une boutade, mais en l'occurrence, je crois que en vous écoutant, voilà, il y a les outils concrets d'un côté, le fait que nous ne savons pas expliquer aux autres exactement ce que nous pouvons faire en très peu de temps. Donc voilà, je crois que c'est deux choses différentes d'avancer globalement sur des mouvances ou ça, pas de souci, mais que concrètement, il faut aller vers... Voilà, là, on a un objet en ce moment, la loi de séparation des banques. Ça va être très concret, et ça va être concret et symboliquement très fort. Donc, c'est vraiment bingo aux deux niveaux. C'était la réforme de la BCE avec l'article 21.3. Enfin, c'était pas la réforme d'ailleurs puisqu'il était là, mais simplement l'application de l'article 21.3. Stung. C'est éventuellement des propositions qui sont faites par un autre collectif, qui est le collectif des 20 propositions, mais qui est très proche de nous, contre le capitalisme de Gaël Giraud, sur la réforme du Code civil, l'article 1832, qui réforme totalement la définition de l'entreprise, bon, etc., etc. Donc on a des choses comme ça, qui sont très précises, qui sont symboliquement très fortes, et qui sont faisables. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas que 27 pays ratifient, que machin... Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est très important et on peut diffuser davantage. On peut, nous aussi, je trouve que le site est très très bien fait, on a fait ce qu'on a pu. Mais il faut diffuser beaucoup plus la presse autour de Roosevelt, il faut diffuser beaucoup plus, effectivement, des éléments de langage, enfin, hélas, voilà, tout ce qui fait qu'on doit être plus opérationnel. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Sur la question, ça on peut faire un état de l'art sur les modes de vie émergents. Bon, un livre, si ça vous amuse, mais qui est excellent, de Dominique Bourg, qui a essayé d'aller chercher depuis 50 ans qui travaille sur l'innovation sociale, l'innovation agroécologique, etc. Vous avez par exemple les villages écossais qui s'appellent Find Horn, Totnes, Schumacher College, tout ça, ça travaille là-dessus. Pourquoi pas faire un petit travail d'état de l'art. Ça, c'est nous, les enseignants-chercheurs, qui pouvons éventuellement se mettre ça sur la tête et mettre ça à disposition sur le site. Mais à culpa, on peut le faire si ça aide. Sur les 32 heures, effectivement, moi je ferai une réponse à la pierre, c'est-à-dire que déjà vous avez des moyennes, la moyenne de travail en Allemagne, c'est pas 39, c'est pas 37, c'est 31 et quelques, je crois, enfin 30, c'est-à-dire de fait, je crois qu'il faut démystifier cette réalité qu'on nous vend sur il y a tant d'heures de travail, alors que quand on fait la moyenne des temps de travail réels, on est déjà en dessous des 32 heures. Donc je crois que là, il faut plutôt aller sur la réalité que de défendre ça comme une mesure d'innovation absolue, alors que c'est la vérité aujourd'hui du travail. Voilà. Et puis dernier point je crois qu'il faut faire un argumentaire pour que les gens adhèrent, parce que jusqu'à présent on n'en a pas fait un sujet, je crois, tout simplement. Quand on se fait, moi je vous raconte une anecdote, mais il y en a 1000. Je suis dans mon parking, il y a quelqu'un qui vient vers moi, il me dit bonjour, vous êtes Cynthia Fleury. Je dis c'est intéressant quand même, tu es dans le parking, 4e étage en dessous. Je me dis c'est magnifique, la gloire. Pas du tout, c'était le collectif Roosevelt qui était signataire. Bon, donc il m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on est là, on est prêt, un truc, machin. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment un défaut de sollicitation de notre part. Et effectivement, comme disait tout à l'heure Bruno, on peut aussi baisser les prix des cotisations. Mais en l'occurrence, 10 € n'est pas non plus une folie. Donc on peut faire un argumentaire pour dire, voilà, c'est quoi adhérer, en quoi ça sera déterminant pour nous et pour vous. Alors, sur la question de l'adhésion, ce que tu viens de dire, c'est que jusqu'à maintenant, ça n'était pas une question, et même on s'était dit qu'on ne saurait pas, que si on était 10 000, on ne saurait juste pas organiser physiquement l'Assemblée générale. Et donc on s'était dit que tant que les statuts n'étaient pas au point, tant que les groupes locaux, le lien entre groupes locaux et national n'était pas au point, c'était pas la peine qu'on soit des milliers. Donc, et d'ailleurs, on est 5 à la tribune, sans donner de grands secrets. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui était à jour de ses cotisations il y a un mois. Et que moi-même, on m'a dû me rappeler il y a un mois que ce serait bien que je sois adhérent.
je ne suis pas sûr qu'Edgar soit adhérent, mais tu es le bienvenu, et qu'on est 3 à avoir adhéré depuis moins de 3 semaines. Donc, alors qu'on est quand même assez motivés et qu'on mouille la chemise les uns et les autres, chacun avec nos... Voilà. Donc, là, et ce que tu disais, Bruno, tu as 40 militants qui sont dans le 12e arrondissement. Il y en a peut-être qu'un tout petit nombre, tu es peut-être le seul à être à jour de cotisation. Bon, vous êtes 3, bravo, chapeau. Non, mais effectivement, il ne faut pas s'en faire un critère énorme. Par contre, si on se dit qu'on rentre dans une deuxième phase de notre action, qu'on a cru à un moment que ça allait être facile, parce qu'on allait toutes les semaines à Matignon, à l'Élysée, qu'on avait des bons argumentaires, que même l'expansion nous faisait de la pub en disant la seule solution c'est les idées de Roosevelt 2012, on a cru que ça allait être facile et qu'on voulait créer une force citoyenne, mais qu'on n'en aurait peut-être pas vraiment besoin, parce qu'ils allaient comprendre. Et on se rend compte aujourd'hui que non, ils ne comprennent pas, que donc oui, il faut absolument une force citoyenne. Et on est très très divers dans le collectif, et c'est pour ça que c'est bien. Il y a la vision à très long terme. Et la vision, ce que soulève Edgar Morin, c'est ce qui sous-tend toutes les actions. C'est ce qui fait que on est tous ici un dimanche après-midi, alors que je suppose qu'on a tous d'autres choses à faire, se promener sous la pluie, dans le froid, par exemple, des choses tout à fait intéressantes. Mais on est là quand même. Et c'est qu'on pense tous, plus ou moins, qu'on voudrait changer globalement tout. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas profondément. Et puis, il y a les choses, il y a la réalité. Quand je vais sortir d'ici, je vais prendre mon scooter, enfin ma moto, puis je vais mettre de l'essence dedans, il va falloir que je la paye. Et je vais retourner dans la vraie vie. Je suis dans la vraie vie. Et cette vraie vie, elle est douloureuse, pas pour moi, pour l'instant, parce que j'ai un métier que j'aime et je gagne bien ma vie avec. Mais elle est douloureuse pour énormément de gens. Je pourrais m'en désintéresser, il se trouve que non. Et il se trouve que c'est très difficile quand tu gagnes bien ta vie, de genre un mec qui te dit « Ouais, mais toi alors ?» Je dis, mais... Bon ben d'accord, alors je m'en fous, crève. Mais non, c'est... Voilà. Donc on est tous comme ça à peu près ici. Hein. Et malheureusement, vouloir tout d'un coup, tout de suite, c'est une façon de dire « je ne veux rien jamais ». Parce qu'on est sûr que ça n'arrivera pas. Alors qu'il y a des choses qui peuvent arriver. J'ai un exemple avec Marie Naudet qui est là. On a écrit un petit livre de rien du tout, il y a 1 an de ça, qui parlait de faire séparer les votes blancs des votes nuls. Et on a dit, il faudrait qu'on y arrive. Et on s'est demandé si on devait faire des actions publiques. On est allé voir les gens qui existaient déjà. Et tous nous disaient, ouais, il faut demander à ce que ce soit un bulletin exprimé. Il faut foutre tous les hommes politiques dehors. Il faut leur dire que c'est des... Je leur disais, ouais, mais on ne peut pas demander à des hommes politiques de voter quelque chose qui va les mettre dehors. Ils ne le feront pas. Alors que, aller les voir un par un et leur dire, est-ce que vous voteriez une loi dans ces termes-là, qui sépare simplement les votes blancs des votes nuls et qui rend les votes blancs visibles, alors qu'ils étaient invisibles. Ils ont tous dit oui, on la votera. Les gens de gauche et les gens de droite. Donc on est allé voir les gens de gauche, et puis quand il a fallu déposer la loi, Marie s'est activée auprès d'Urvoas, elle s'est activée auprès de Bruno Leroux, elle s'est activée auprès de Hollande, moi je l'ai fait, je suis allé les voir, et la loi, elle a été votée. Ça change absolument rien. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée, elle va au Sénat, je suis en train de faire du lobbying au Sénat, je vais voir les sénateurs, on dit, tu la voteras ? Oui, monsieur Gazio. Voilà, ça se passe, c'est à ce niveau-là, hein, c'est aussi con que ça. Hein. Tu payes un coup, tu bois un verre, ouais, t'inquiète, on va t'aider. Bon, c'est ça, en gros. Et cette loi, elle change fondamentalement tout. Elle change absolument tout. Parce qu'au départ, tout le monde va dire, ça sert à rien. Et dans 3-4 élections, ce bulletin, qu'on ne mettra pas dans l'urne, puisqu'on mettra l'enveloppe vide, peut-être qu'il aura une visibilité très grande. Et le jour où, dans une élection, généralement, ce sont des élections régionales, municipales, la députation, ça marche très bien. Ça ne marche pas du tout sur les élections présidentielles. Mais quand ils s'apercevront qu'un mec est élu avec 20% de vote blanc, il sera mal élu, mais très mal élu. Et ça ouvrira la porte à d'autres qui diront, il y a 20 mecs, il y a 20% de gens qui flottent et qui se demandent, qui ont envie de voter, mais qui ne peuvent pas choisir parmi ceux qui se présentent. Eh bien, peut-être que le prochain, c'est moi. Ça prend du temps, mais c'est l'exemple du petit pas utile. Il y a des petits pas inutiles. Les petits pas dans la séparation des banques, c'est inutile, parce que c'est possible de faire autrement tout de suite. Et ça, ne pas le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, ça ne sert que 8000 personnes en France. Et quant aux actions devant Bercy, voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas et je ne tiens pas à devenir un spécialiste de la contestation. D'abord parce que je ne ferai pas crédible. Ouais, j'arrive, t'étais où aux Maldives? Et là, je conteste. Tu vois, Bruno, reste couché, on va le faire pour toi, tout ça. Mais je peux servir, quand je dis à Pierre que je sers de tête de gondole, c'est que j'ai une très grande détermination.
Et je n'ai pas envie de faire... Si la révolution commence, il y a zéro problème, je serai du côté de ceux qui font la révolution. S'il faut prendre des armes, on les prendra. Sauf que je ne sens pas ça. Mais alors, pas du tout. Je n'ai pas envie d'aller me faire trouer la peau. Je sens que, avec nos bonnes volontés, notre vision commune de... On va réussir peut-être en agrégeant pierre par pierre, par Pierre Laroutourou, par Pierre Machin, on arrivera peut-être à obtenir un changement qui ne sera pas global tout de suite, mais qui rendra la vie de la communauté, de la majorité, un peu moins dure qu'elle n'est, parce qu'elle sera toujours dure. Donc la taxe Tobin, je suis pour, et en même temps je suis con d'être pour, parce que la taxe Tobin, ça veut dire il faut que les transactions financières existent, parce que si elles n'existent pas, on ne va pas pouvoir les taxer. Donc ça veut dire qu'on supporte les transactions et qu'on supporte la spéculation. Bon, alors on va interdire la spéculation. Ça, on ne l'obtiendra jamais, jamais, jamais. Par contre, la taxe Tobin, on l'a obtenue. Ça va se faire, petit à petit. Il y a 30 ans, c'était des couillons qui disaient ça. Il y a 15 ans, c'était des utopistes. Et aujourd'hui, c'est eux. Ben oui, ça existe, la taxe Tobin. Ça va marcher, ça va fonctionner. Suzanne Georges Laval va peut-être me dire le contraire, mais oui, ça va fonctionner. Pour la taxe sur les transactions, oui, c'est bien de l'avoir, mais leur objectif n'est absolument pas le nôtre. Ils veulent mettre ça directement dans les déficits, réduire les déficits et contribuer au budget de leur pays respectif, d'après ce que j'ai compris. Nous, c'était tout à fait autre chose, et en communauté avec les syndicats, nous voulions mettre un tiers pour réparer les systèmes sociaux chez nous, un tiers pour le Sud et un autre tiers pour la transition écologique. Donc c'est tout de même très très éloigné de notre objectif, mais qui comprennent que la taxation internationale est possible et souhaitable, c'est très bien. Deuxième point, il y a une quinzaine de jours, je suis intervenue au Parti de gauche pour les assises de l'écosocialisme. Je suis membre d'aucun parti, mais il y avait pas mal de variétés là, et j'ai proposé quelque chose qui pourrait être utile, je ne sais pas, pour la question du chômage. Quand il y a du chômage aujourd'hui, on donne des allocations aux gens et on les renvoie chez eux, ce qui contribue énormément à déchirer le tissu social, à détruire un peu plus la communauté, à augmenter un peu plus les sympathisants pour le Front National, etc. Je ne fais pas plus un tableau que ça, vous voyez tous. Et j'ai proposé que l'on fasse quelque chose dont il y a un exemple en Angleterre dans les années 70, c'est-à-dire qu'au lieu de renvoyer les gens chez eux avec une allocation, on dit, bon, vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez, mais on peut aussi continuer à vous payer pendant 18 mois, 2 ans, trouver une date, pour essayer de convertir votre entreprise ensemble, devenir responsable et donc gérant de votre entreprise. Je crois qu'on n'a absolument pas utilisé la créativité des femmes pendant des siècles, et on n'utilise toujours pas la créativité des ouvriers et des gens qui ont travaillé et qui connaissent mieux leur entreprise que quiconque. Et ça ne marcherait pas dans tous les cas, mais il y a des cas où ça pourrait marcher, et il faudrait avoir un système de coopération pour éviter aux uns et aux autres les pires erreurs que l'on peut faire et les accompagner, mais leur donner une chance de sauver leur entreprise en faisant la même chose ou autre chose, ou avec d'autres clients, ou etc. Et la troisième chose, quelque chose que je souhaiterais faire depuis des années, et je ne sais pas si ça convient dans le cas de nos dirigeants, de M. Ayrault et de M. Hollande en particulier, mais je rêve de faire un laugh-in. Pas un sit-in, mais un laugh-in, où on va s'asseoir devant Matignon ou devant l'Élysée et on rigole. Parce que les Français ont horreur d'être ridicules. Et je crois qu'on a beaucoup de moyens de montrer que non seulement ils sont bêtes, hésitants, pas des dirigeants vraiment, mais ridicules. Voilà. Je la soutiens.
Simplement, il va falloir rire très longtemps, Suzanne, et il va falloir trouver des gens pour faire rire très longtemps. Parce que rire comme ça très longtemps, ça va pas être simple. Une après-midi entière. On prendra des rires enregistrés, on a ça en télé.